J'ai parlé parce que j'ai reconnu le mécanisme. Je l'ai vu 1000 fois. Un homme africain devient brusquement un problème, non pas quand il tue, non pas quand il torture, non pas quand il écrase son peuple, mais quand il devient instable pour les intérêts. Et là, soudain, Washington exige son arrestation, le Sénat parle de droits humains, le monde feint la surprise. Moi, je ne feins rien parce que je sais, ce n'est pas un film, ce n'est pas une crise isolée, c'est l'Afrique de l'Est maintenant. Pour la première fois, un commandant militaire africain lance un ultimatum direct à la seule superpuissance mondiale. Apologiser avant 9 heures ans ou préparer la confrontation. Tout le monde regarde Mouhouzi, mais moi je regarde plus loin. Ce moment n'est pas un accident, ce n'est pas une impulsion de militaire, c'est la collision brutale entre une dynastie de 40 ans et un mur historique qui commence à se fissurer. Les lettres diplomatiques sont mortes, les dossiers à Washington sont ouverts, les mandats se rédigent. Et dans ce théâtre, le chasseur croit encore être le chasseur, mais je vois déjà le retournement, car pendant que l'Occident brandit la morale comme une arme, ces entreprises chargent déjà les navires. Or, café, minerai stratégique, la sanction n'est pas morale, elle est industrielle, les mandats se rédigent. Et dans ce théâtre, le chasseur croit encore être le chasseur. Mais je vois déjà le retournement, car pendant que l'Occident brandit la morale comme une arme, ces entreprises chargent déjà les navires. Or, café, minerai stratégique, la sanction n'est pas morale, elle est industrielle. Un correctif pour protéger des intérêts. Mouhouzi croit jouer une guerre d'ego. Washington croit punir un tyran. Mais ils se trompent tous les deux parce que ce n'est pas seulement une crise ougandaise, c'est un pivot. Quand cette logique est acceptée, la souveraineté devient contagieuse et un continent cesse d'être un terrain de gestion. La vraie question n'est pas doit-on arrêter Mouhouzi? La vraie question est voulez-vous arrêter un homme ou perdre l'Afrique entière? Parce qu'une fois que l'Afrique comprend que la morale occidentale n'est qu'un masque sur un contrat, il n'y a plus de retour possible. Janvier 2026 ne sera pas retenu comme un mois politique. Il sera retenu comme le mois où l'ancien ordre a commencé à se fissurer. Et moi, je ne suis pas venu calmer le feu, je suis venu montrer qui verse l'essence. Je me souviens du noir, pas une métaphore, un noir réel. Quand l'Internet a été coupé à Kampala, ce n'était pas une panne, c'était une opération. Un câble sectionné comme on sectionne un nerf. Deux objectifs, aveugler le monde et isoler les Ougandais entre eux jusqu'à ce que la peur remplace la solidarité. Dans cette obscurité fabriquée, les chiffres n'ont pas été comptés. Ils ont été sculptés, 72%. Un résultat conçu non pour convaincre, mais pour humilier. Le régime disait au peuple, nous savons que vous n'avez pas choisi cela, mais nous l'écrirons dans l'histoire et vous ne pourrez rien faire. Et au-dessus de ce cercueil de démocratie, Mouhouzi se tenait droit, comme si la couronne lui appartenait naturellement, comme si l'État était un héritage familial. Mais pendant qu'il célébrait, Washington préparait sa réponse. Le sénateur Jim Risch a demandé l'activation du Global Magnitsky Act, la guillotine financière, gel d'avoirs, blocage de visas, transformation d'un homme puissant en paria mondial. Pour la plupart des dirigeants, c'est la fin. Pour Mouhouzi, c'est une invitation à doubler la mise. Il menace de sanctionner les États-Unis. Les capitales occidentales rient. Comment un pays en développement pourrait-il sanctionner la première économie du monde? Mais moi, je ne ris pas parce que je vois autre chose. Je vois un miroir, car pendant que l'Amérique s'indigne, elle signe. Pendant qu'elle parle de droits humains, elle extrait. Pendant qu'elle prépare des arrestations, ces corporations négocient dans des hôtels de luxe. C'est ça la duplicité. Les sanctions ne naissent pas des larmes des mères ougandaises, elles naissent d'un ego blessé. La sanction n'est pas morale, c'est une restructuration corporative. Et c'est ici que la tension devient dangereuse, parce que en poussant Mouhouzi trop fort, il pourrait le pousser vers une logique qu'il ne contrôle pas. La logique du Sahel, la logique AES, nationalisation, expulsion des géants miniers, contrat déchiré en direct à la télévision. Washington peut se moquer d'un tweet, mais il ne peut pas se moquer d'un cadenas posé sur les mines. Et là, le rire meurt, parce qu'une fois que les ressources deviennent levier, le dollar cesse d'être une laisse absolue. Le général croit que le pouvoir vient de l'armée, Washington croit qu'il vient de la finance. Moi, je sais qu'il existe une troisième arme, une arme que l'Afrique possède depuis toujours, mais n'a jamais osé utiliser, le gel des ressources. Pas un visa refusé,
un arrêt réel des exportations, un silence dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est ça leur cauchemar, parce que si même l'Ouganda, par survie, adoptait cette discipline, le virus de la souveraineté ne resterait plus au Sahel, il fuirait vers les grands lacs. Et à ce moment-là, ce ne serait plus Muhoozi contre Washington, ce serait un continent contre l'ordre ancien. Les lignes brûlent entre Kampala et Washington. Ce n'est plus une crise, c'est une négociation désespérée pour garder l'Ouganda dans l'orbite. Et moi, j'observe. Je sais qu'un choix arrive, capitulation ou rupture. Une fois que le milieu disparaît, s'il ne reste que deux identités, vassal ou souverain. Et au moment où la tension atteint son pic, une information surgit. Ce n'est pas un tweet, c'est un manifeste. Une délégation AES se met en route. Je n'envoie plus seulement des idées, j'envoie des envoyés. Et ce qu'ils portent pourrait briser tout l'équilibre. L'arrivée de la délégation change tout. Parce que Washington peut gérer un homme comme Muhoozi, ils ont un manuel, on menace. On isole, puis on propose un deal. Et finalement, il accepte. Pourquoi ? Parce que Muhoozi est le produit d'une dynastie. Le fils du pouvoir, un homme qui voit l'État comme un compte bancaire familial protégé par des soldats. Son affrontement avec l'Occident n'est pas idéologique. C'est un conflit d'ego. Il est comme un locataire qui insulte son propriétaire, mais refuse de quitter la maison construite par lui. Il veut de meilleures conditions. Il ne veut pas un nouveau monde. Moi, je suis autre chose. Je ne suis pas un héritier, je suis une interruption. Je n'ai pas reçu la chaise, j'ai renversé la table, et c'est précisément cela qui terrifie l'Occident, car on peut acheter un tyran confortable. On ne peut pas acheter un soldat citoyen. Chez Muhoozi, la souveraineté est un tantrum. Chez moi, c'est une architecture, et cette architecture a un prix réel. Sous le régime ougandais, toute sanction frappe toujours le bas. Si l'aide américaine est coupée, Muhoozi ne saute pas un repas. Les cliniques des villages tombent à court de médicaments. Les pauvres paient la guerre diplomatique des riches. C'est ça, la fausse souveraineté. Les leaders récoltent la gloire, le peuple récolte la faim. Moi, je dis autre chose. L'indépendance a un prix, mais c'est un prix que tout le monde doit payer, en commençant par le sommet. Austérité partagée, production locale, sacrifice collectif, pas un impôt sur les pauvres, et c'est ici que le danger grandit, parce que le peuple ougandais regarde. Il observe le Sahel, il voit qu'au Burkina Faso, nous ne négocions pas un meilleur pourcentage du pillage, nous expulsons les pillards. La délégation AES apporte un blueprint, un dossier de survie, comment commercer hors du dollar, comment échanger l'or directement contre du carburant, comment vivre quand SWIFT est fermé. Pour Muhoozi, c'est une tentation, une porte de sortie, mais aussi un poison. Pourquoi ? Parce que mon modèle exige une chose que Muhoozi ne possède pas, la confiance du peuple. Le Sahel parle d'armer les citoyens, l'Ouganda enlève les citoyens dans des drones. On ne peut pas mener une révolution contre l'Occident en menant une guerre contre sa propre population. Et voilà le piège final, les contrats fantômes. Les deals secrets avec les compagnies minières occidentales sont les chaînes de Muhoozi. Il veut l'applaudissement du révolutionnaire, mais il garde le compte bancaire du puppet. Il est enfermé dans la cage qu'il a construite. Quand nos envoyés arrivent, l'atmosphère est glaciale. Les officiers du Sahel ne sont pas impressionnés par les montres en or, par les voitures de luxe. Ils viennent avec un message. Ils posent un document sur la table. Ce n'est pas un accord commercial, c'est une liste de noms. Les jeunes détenus dans les safe houses. Et la phrase venue de Ouagadougou est simple, terrifiante. Vous ne pouvez pas rejoindre l'Alliance des libres tant que vous gardez les enfants d'Afrique en chaîne. Libérez-les ou nous ne vous sanctionnerons pas seulement, nous vous exposerons. Muhoozi croyait inviter un allié contre l'Amérique. Il a invité un juge et soudain le choix n'est plus géopolitique, c'est l'âme de la nation. Le silence dans la salle était total pour la première fois. Le général n'avait plus de tweets, plus de slogans, plus de théâtre. Il comprenait, sa rébellion performative venait de frapper un mur, il croyait pouvoir porter la cape du révolutionnaire sans abandonner les habitudes du tyran. Mais nous l'avons dépouillé, nous lui avons montré une vérité absolue. On ne construit pas une forteresse de liberté sur une fondation d'os.
Et c'est là que cette crise devient plus grande qu'un conflit avec Washington. Ce n'est plus un bras de fer entre un fils de président et un sénateur américain. C'est le râle d'agonie d'une époque, l'époque du big man post-colonial, le leader qui règne par la peur pendant que ses comptes bancaires reposent dans les capitales qu'il prétend détester. Cette ère se termine, pas parce que Washington le décide, mais parce que la jeunesse africaine a grandi. Elle a vu l'alternative. Elle a vu qu'il est possible de regarder une superpuissance dans les yeux sans cligner, non par arrogance, mais par autosuffisance. Voilà ce qui terrifie l'ancien ordre, parce que l'esprit du Sahel est contagieux. Les rues de Kampala, Nairobi, Lagos commencent à poser la même question. Pourquoi nos dirigeants mendient-ils l'aide au lieu d'exiger la valeur réelle de nos ressources? Le rideau est tombé. Le public ne claque plus des mains. Il marche, et dans cette marche, chaque élément devient preuve. Les contrats fantômes sont révélés, les drones sont documentés, le silence est brisé. Le monde pensait que l'Afrique était un terrain de gestion, elle devient un terrain de rupture. Ce que j'ai fait n'est pas un acte isolé, ce n'est pas une émotion, c'est une accumulation stratégique. Moins on prononce mon nom, plus la dynamique devient claire. Ce n'est pas un homme, c'est une architecture de souveraineté qui se répand. Et maintenant, Muhoozi est seul, pris entre deux mondes. L'Occident qui le tolère seulement tant qu'il est utile, le Sahel qui refuse de le reconnaître tant qu'il est criminel. Le milieu a disparu et l'histoire exige une décision. Palais ou peuple, prison ou dignité. Dans cette tension, l'Afrique ne revient plus en arrière, parce qu'une fois qu'un continent comprend que sa richesse peut être une arme, l'ancien ordre ne peut plus être normal, et je le sais, parce que ce feu, je ne l'ai pas allumé pour un homme, je l'ai allumé pour une génération. Le danger pour Muhoozi est simple, le peuple regarde. Il voit que la souveraineté n'est pas une phrase, c'est un coup. Et il voit aussi que certains leaders paient ce coup et que d'autres le font payer aux autres. Le modèle du Sahel n'est pas une esthétique, c'est une discipline, il exige la fin des doubles jeux. On ne peut plus torturer son peuple et dîner à Paris. On ne peut plus dénoncer l'Occident tout en signant des contrats secrets avec ses mines. C'est cela le coup près. Notre délégation n'est pas venue sauver le général. Elle est venue prononcer un ultimatum moral. Libérez-les ou soyez exposés. Et soudain, le général comprend qu'il n'est plus au centre. Il pensait affronter Washington. Mais le tribunal le plus dangereux n'est pas au Sénat américain, il est ici, en Afrique, dans le regard des peuples africains qui comparent, dans la jeunesse qui ne veut plus du vieux pacte. Le vieux pacte disait « Nous acceptons la tyrannie si vous assurez la stabilité ». Mais ce pacte est mort, l'Occident veut un manager efficace du pillage, le Sahel veut une rupture réelle et le peuple veut respirer. Muhoozi ne peut satisfaire aucun des trois, il est piégé parce que la souveraineté feinte est une cage. Quand on commence à parler comme un libre, on ne peut plus vivre comme un puppet. C'est ici que la crise devient contagieuse, ce n'est plus l'Ouganda, c'est une question continentale. Combien de régimes survivront quand la façade se fissure? Combien de big men comprendront que le temps des drones et des safe houses ne produit plus la peur, mais la colère? Le général a voulu jouer avec les sanctions, il a déclenché autre chose, une confrontation avec l'idée même de dignité. Et dans cette confrontation, une vérité demeure, l'Afrique n'est plus seulement observée, elle observe, elle juge, elle choisit, et une fois que ce choix commence, dit, il ne s'arrête plus. Si cette histoire vous a frappé, ne la laissez pas mourir dans le silence. Réfléchissez, discutez, marchez avec ceux qui veulent reprendre leur destin, parce que le continent avance, et cette fois, il avance les yeux ouverts.